Ivoiriens se sont rendus aux urnes ce matin pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Le référendum a eu lieu sur l'ensemble du territoire. Ce dimanche, jour de vote, la Côte d'Ivoire a accueilli le Premier ministre français Manuel Valls. Il est arrivé à Abidjan aujourd'hui, dernière étape de sa tournée africaine entamée vendredi dernier au Togo. Bonsoir à tous, merci d'avoir choisi RTI 1. Cette édition de 20h est une édition spéciale consacrée au référendum en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ont donc voté aujourd'hui. Plus de 6 millions d'électeurs ont été appelés à dire oui ou non à la nouvelle constitution. Le référendum, je le rappelle, a eu lieu sur l'ensemble du territoire. Parmi les électeurs, le président de la République, Alassane Ouattara, il a voté ce matin au lycée Sainte-Marie de Cocody. Viviane Aïmé. Ce dimanche 30 octobre, jour tant attendu du vote référendaire, le président de la République, à l'image de tous ses concitoyens, devait se rendre aux urnes. Avant d'aller accomplir ce devoir citoyen, le président de la République a eu une nouvelle fois des mots à l'endroit de ses compatriotes. C'est un droit. Vous savez, dans beaucoup de pays, même en France, aux États-Unis, beaucoup de populations n'avaient pas le droit de vote il y a un demi-siècle. Bon, en Côte d'Ivoire, nous avons ce droit depuis l'indépendance. Et de 21 ans, nous sommes revenus à 18 ans, la baissé à 18 ans. C'est-à-dire que nous voulons que la jeunesse soit partie prenante dans ce processus. C'est un jour historique, c'est un jour important. Il s'agit de bâtir les fondations de la Côte d'Ivoire moderne. Il était 11h02 quand son cortège est arrivé dans la cour du lycée Sainte-Marie. Accompagné de son épouse, le président de la République s'est rendu au bureau de vote numéro 6 sous les objectifs d'une nuée de caméras et d'appareils photo. Après s'être soumis aux formalités d'usage, le président de la République a glissé son bulletin de vote, incontestablement le bulletin vert, dans l'urne. Devoir accompli, la presse n'a pu s'empêcher de lui demander ses impressions sur le déroulement en cours du scrutin référendaire. Je lance un appel pour les élections apaisées. La police fait son travail, mais avec dextérité, éviter la violence. Et c'est vraiment, on peut voter oui ou on peut voter non. Donc on n'a pas besoin d'aller casser, d'aller mettre des barricades. J'en appelle à la responsabilité et au bon sens. Vous savez, il y a près de 16 000 bureaux de vote. Quand il y a 3 ou 4 endroits où il y a des difficultés, on ne peut pas en faire un souci. Le président de la République a conclu en appelant une nouvelle fois les Ivoiriens à refuser l'indifférence ou le rejet, mais plutôt à se rendre aux urnes pour exprimer leur volonté. Le président du PDCI RDA a aussi voté ce matin dans la commune de Cocody. Henri Konan Bédié a fait le déplacement au lycée Sainte-Marie pour accomplir son devoir civique. Le reportage de Patricia Omouitia. Lycée Sainte-Marie, le décor est planté pour permettre aux populations de se rendre aux urnes pour l'adoption de la nouvelle constitution. Dans le bureau de vote numéro 2 est attendu un citoyen exceptionnel, le président Henri Konan Bédié. 10h35 précise, le couple fait son entrée au sein de l'établissement. Il se dirige vers le bureau de vote numéro 2. À 10h40, le vote du président Bédié est effectif. J'ai simplement exécuté mon devoir de citoyen. Mes impressions sont que nous nous attendons à ce que les populations sortent nombreuses pour voter massivement le oui au référendum. C'est dans cette atmosphère paisible et conviviale que plus de 6 millions d'Ivoiriens sont appelés aux urnes ce dimanche pour l'adoption de la nouvelle constitution. Le président de l'Assemblée nationale, Guillaume Soro, s'est rendu à Fek-Sédougou pour le référendum. Son vote a été suivi par notre reporter Kader Sogodogo de RTI Boaké. Jour d'élection à Kong. Dès 7 heures, le dispositif de vote est visible dans les bureaux, où quelques électeurs patientent déjà. 8h15, le ministre des Affaires présidentielles, accompagné d'une forte délégation, vient accomplir son devoir de citoyen. Passer l'étape du rang, c'est le vote, à l'issue duquel on se sent heureux.
Non, je viens donc, comme je le conseillerais à tous les Ivoiriens, d'accomplir mon devoir civique, mon devoir de voter pour cette nouvelle constitution que le président de la République a souhaité pour la Côte d'Ivoire et que les Ivoiriens, donc, dans leur majorité, souhaitent pour la Côte d'Ivoire. Donc c'est un devoir civique, c'est un devoir donc national que je viens d'accomplir. 100 km après Kong, Fekese-Dougou. Au lycée professionnel, de nombreux électeurs sont là. Pour rien au monde, ils ne manqueront ce moment important pour la patrie. Actuellement, je suis même en deuil. J'ai perdu ma maman depuis le jeudi, mais j'ai pu au moins sensibiliser ceux qui venaient au niveau des lieux de funérailles malgré le deuil. Le président du conseil régional du Djologo, Lassina Nkone Cardozi, arrive à moto. Il est suivi quelques instants plus tard par le président de l'Assemblée nationale. La deuxième personnalité du pays n'hésite pas à dévoiler des secrets après son vote. Maintenant que j'ai voté et que tout est clair, je peux vous dire ce que j'ai voté. Évidemment, étant un acteur important, n'est-ce pas, de l'écriture de cette constitution, il est évident que j'ai acquiescé et que j'ai voté pour la troisième République. Notons que Kong et Fekese-Dougou comptent au total 61 726 électeurs répartis dans 221 bureaux de vote. Voilà, vous venez de voir le vote du ministre des Affaires présidentielles à Kong et celui de l'Assemblée nationale à Fekese-Dougou. Le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, lui, il est resté à Abidjan. Il a voté dans la commune de Cocody. Alexis Ouedraogo. 8 h ce dimanche, Cocody. Le tour des bureaux de vote nous porte au quartier d'Onga. Ici, une petite queue se forme devant le centre de vote. À l'intérieur, l'on est encore aux installations. Un peu plus loin au Vallon, c'est le centre Tananamanko qui connaît une belle petite ambiance. Le retard lié à l'arrivée des enveloppes n'entache point la volonté de voter. À 9 h, les votants sont reçus, parmi eux des visages connus. Cette nouvelle constitution doit apporter la paix, la stabilité et le progrès pour la Côte d'Ivoire, notamment en corrigeant les éléments conflictuels et confligènes. La constitution donc, de 2000, c'est un élément donc, très important. Je pense permet à la Côte d'Ivoire d'avoir donc les pieds dans la tradition et la tête dans la modernité. Une constitution est un acte fondateur d'un pays et chaque Ivoirien et chaque Ivoirienne doit pouvoir venir s'exprimer. C'est la loi fondamentale, c'est l'avenir de la Côte d'Ivoire et cette constitution c'est pour la paix. Le pouvoir est donné au peuple de venir s'exprimer, de venir faire son choix quant à la constitution qu'il veut pour son pays. Et cela est très important. C'est un devoir pour nous de donner à notre pays une constitution qui anticipe tout ce que l'Ivoirien peut souhaiter aujourd'hui, demain et sur plusieurs années. Nul doute que ce vote sera massif et permettra à la Troisième République de faire redécoller la Côte d'Ivoire sur des fonds baptismaux solides avec des fondamentaux qui permettront au pays de garder le cap. Idem au groupe scolaire Les Dauphins des Deux Plateaux, où tout se passe pour le mieux. N'eût été le retard de la livraison des enveloppes, sinon si les enveloppes étaient venues à temps, on aurait dû commencer pratiquement à 8 h comme prévu. Les populations ils viennent manifester leur mécontentement, chose qui est normale, parce qu'ils disent que l'opération est prévue pour 8 h et dès 6 h, il y a certains électeurs qui se présentent et jusqu'à 9 h, 10 h, on n'a pas encore commencé. Donc d'une part, je les comprends, mais à notre niveau, on essaie de les calmer. Pour l'heure, sur Cocody, aucun incident signalé. Les bureaux fermeront leurs portes à 18 h. Et justement, ces bureaux de vote ont refermé leurs portes à 18 h. Notre reporter Francis Boifo a fait le constat pour vous dans les communes du plateau de Trècheville et de Makori. Et le scrutin s'est bien déroulé dans l'ensemble dans ces différentes communes. Je vous propose de repartir à l'intérieur du pays, précisément à Korogo, pour nous faire une idée du vote des populations avec Charles Tatou, notre confrère de RTI Boaki. Dans la région du Poro, c'est à 8 h que les bureaux de vote ont ouvert les portes devant lesquelles attendaient déjà les électeurs matinaux, comme c'est le cas dans le village de Sédiogo, dans le département de Sinimatiali. Comme trop de monde
Après ça, je n'ai pas pu voter. Je vais attendre toujours. Idem à l'EPP Soba, qui est d'ailleurs le plus grand centre de la commune de Korogo, avec 14 bureaux de vote. Je suis arrivé là à 8h10 et j'ai fini de voter. Il n'y a pas de problème. Considéré comme le centre réservé aux résidents des quartiers prestigieux de la ville de Korogo, les bureaux de vote du lycée moderne ont connu le passage de tous les élus et cadres de la région. Ce matin, j'ai naturellement appelé Abidjan, donc un peu partout. Et les informations qui me parviennent indiquent que la mobilisation donc, est bonne et en train de se faire partout, à Bobo et un peu partout. Il faut qu'on adhère pleinement à l'expression démocratique et que les gens aient la latitude d'exprimer par le oui ou par le non leur volonté. La Troisième République, par la volonté du chef de l'État, devrait permettre à notre pays d'avoir la paix et la stabilité. À Sidimatiali et à Korogo, aucun incident n'a été signalé. Les populations de la région de Dugbeke se sont aussi rendues aux urnes ce matin. Nos reporters ont sillonné quelques bureaux de vote à Bouaké. Collège Saint-Jacques, groupe scolaire Irdo, Bassa, en passant par le Saint-Viateur et l'Institut Ouenzen Koulibaly, les populations de Bouaké sont aux urnes pour accomplir leur devoir civique, celui du vote de la nouvelle constitution. Dans la vie d'un homme, on peut participer une fois, deux fois à une constitution. Donc je tenais absolument à venir exprimer mon choix dans les urnes. C'est deux actes que je viens de poser. D'abord un acte civique en votant et un acte politique en faisant le bon choix. Dans tous ces centres, agents électoraux, forces de l'ordre et représentants des formations politiques sont tous présents. À Bouaké, la concurrence entre la participation massive des femmes et des hommes est à l'ordre du jour. C'est un devoir citoyen, c'est un droit qu'ils ont lutté et ils l'ont eu. Donc ils viennent s'exprimer, quel que soit le choix qu'ils auront fait, qu'ils viennent s'exprimer. On attend un taux de participation qui soit à la hauteur, n'est-ce pas, de la mobilisation qui a été faite sur Bouaké. Dans certains pays, le vote est même obligatoire. Chez nous, ça ne l'est pas. Mais chaque citoyen doit participer à la prise de décision parce que son avis compte. Comme à la présidentielle passée, le référendum à Bouaké se passe dans la paix. Nous prenons à présent la direction de Bonoa et d'Adiaké pour nous faire une idée du vote dans ces localités. Lycée moderne de Grand Bassam, 8h précises. Les bureaux ouvrent, nous sommes dimanche, jour de vote mais surtout jour de culte. Comme on dit c'est jour de culte, après le culte 11h midi, c'est là qu'on a l'affluence. J'encourage tous les Ivoiriens à aller voter, mais il faut aller à l'église parce que l'inspiration viendra de Dieu. Si le vote est un acte citoyen, l'inspiration, elle, est divine. Même son de cloche à Bonoa où John Wanteke Norbert, le député maire, indique la voie des urnes. Image forte, la maladie et le poids de l'âge n'empêchent pas Dame Inga Cécile d'aller voter. Moi-même, j'ai dit la vérité, si cette année on a voté, c'est fini pour moi. Parce que maintenant, mon pied là, ça va pas du tout. Si tu votes là, c'est pour des enfants, c'est pas pour quelqu'un. Dans la cour de l'école, un cadre de la région venu exercer son droit civique. Chacun peut aller voter comme il veut, c'est ça aussi la démocratie. Mais que le calme soit préservé pour qu'in fine, que ce soit la Côte d'Ivoire qui gagne. Seul bémol, les caprices de la technologie. L'appareil numérique n'arrive pas à voir mon nom, donc ce qui fait que depuis le matin, je suis là. Poste frontière Côte d'Ivoire-Ghana. À Noé, on a voté dans le calme. Retour sur Aboisseau, les cadres de la ville donnent l'exemple. J'ai conscience d'avoir posé un acte historique dans le sens de la consolidation de la paix, de la stabilité et de la démocratie dans mon pays, en assurant ainsi un avenir meilleur à la Côte d'Ivoire, aux Ivoiriens, à mes enfants, à mes petits-enfants. Je suis là pour accomplir mon devoir civique, ce que je viens de faire avec bonheur. Bassam nous ouvre ses bras à nouveau. La pluie s'invite dans le scrutin. La ville historique reste fidèle à l'expression de la démocratie. Ce ne sont pas quelques gouttes de pluie et une flaque d'eau qui empêcheront ce septuagénaire d'accomplir son devoir de citoyen. On a aussi voté à Kouto ce matin, mais comment s'est déroulé le référendum dans la localité? Réponse avec Léon Brou.
Couteau ce dimanche du référendum constitutionnel au centre de vote de la mission catholique, tout comme au groupe scolaire mixte, priorité aux femmes, aux personnes de troisième âge et aux handicapés. J'ai 84 ans, malgré mon âge, je suis venu pour voter. Pour laisser une troisième république forte pour la Côte d'Ivoire. 10h25, accompagné d'un parterre de cadres, le ministre Bruno Koné accomplit son vote. Il est rare qu'on participe plusieurs fois dans sa vie à un scrutin de ce type. Donc pour nous, c'est une journée spéciale. Une visite dans d'autres bureaux de vote et le porte-parole du gouvernement a une idée de l'engouement du scrutin à Couteau. Et on a aussi voté à Séguéla. Les électeurs se sont rendus dans les différents bureaux de vote pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. On voit tout cela avec Honorine Agnigori. Ils sont venus accomplir leur devoir de citoyens relatif au référendum de la nouvelle constitution de Côte d'Ivoire dans la commune de Séguéla. Les populations Koyaka et les habitants de cette localité disent être venus accomplir ce devoir civique parce qu'ils ont lu la Constitution, d'autres parce qu'ils en ont entendu parler dans les médias. J'adhère la Constitution, je suis venu pour voter. Sans Constitution, il n'y a pas d'État. N'est-ce pas? C'est la Constitution qui régit la vie de la nation. C'est à cause de ça que nous sommes là. Fils de la région, député de Séguéla sous-préfecture et président du directoire du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, RHDP, Amadou Soumaoro a également accompli son devoir civique dans cette localité. Pour lui, ce référendum revêt une importance capitale. Ce référendum est d'autant plus important qu'il s'agit de doter notre pays d'institutions fortes, mais surtout, de permettre à la Côte d'Ivoire de connaître une paix durable et une stabilité politique qui pourra permettre à ce pays de connaître un développement harmonieux, un développement paisible. Le président du conseil régional du Ouorodougou a voté chez lui à Kani. Cette constitution, quand elle sera votée et promulguée, va constituer la rampe de lancement de la nouvelle Côte d'Ivoire. Et donc nous sommes témoins de cette histoire. À Kani, comme dans le bureau de vote visité dans le Ouorodougou, le vote se déroule normalement. Et qu'en est-il de Mankono? Réponse avec Kouadé Kwame Jean de Dieu. Les Ivoiriens aux urnes pour se prononcer sur le nouveau projet de constitution. 8 heures, ouverture des bureaux de vote. Foyer Ton-Oulé, où est logé le bureau de vote numéro 2. 280 votants inscrits. Le scrutin a démarré timidement. C'est à 10 heures que le ministre Dosso Moussa a fait son choix. La nouvelle constitution indique-t-il une bonne voie tracée pour le développement de notre pays. Vous avez des articles qui concernent les jeunes, la question de l'emploi des jeunes, la possibilité qui est donnée aux jeunes à partir de 35 ans et plus d'être candidats à la présidentielle, l'école obligatoire de 6 à 16 ans, tout cela pour les jeunes devrait constituer un nouvel élan qui va leur permettre d'entrer dans ce que le président de la République nous a apporté, l'émergence. La commune de Mankono compte 18 lieux de vote pour 27 bureaux et une population électorale de 9 163. Pour tout le Béret, 266 lieux de vote, 304 bureaux de vote, pour une population électorale de 75 870. Du côté de Sikensi, le scrutin a été entaché par un incident, mais cela n'a pas empêché le déroulement du vote, nous dit Justine Seigike. Dans la commune de Sikensi, un incident a émaillé le bon déroulement du scrutin. 4 bureaux de vote attaqués, 4 urnes emportées et 2 avec des bulletins de vote brûlés. Ce matin, nous avons ouvert les bureaux à 8 heures et les opérations de vote ont commencé. Lorsque, justement, autour de 11h, 11h30, 2 individus ont fait irruption dans le centre et ont commencé à s'enfuir avec des urnes. Après leur départ, 15 minutes après, une meute d'individus, des badauds, ont fait irruption cette fois-ci avec violence, nous ont brutalisés et ont emporté les urnes de notre bureau. Le temps pour nous de sécuriser la tablette
biométriques. Cet incident n'a pas pour autant empêché la poursuite du scrutin dans les autres bureaux de vote. Dans l'ensemble, le scrutin référendaire de ce 30 octobre appelant les Ivoiriens à dire oui ou non au projet de réforme de la Constitution s'est déroulé dans un climat apaisé. On reste à l'intérieur du pays. Je vous conduis cette fois-ci à Toumoudi. Scrutin référendaire, journée harassante pour Aoussou Kwadjo-Jado et Goudou Kofi dans la région du Bélier. Ces autorités ont sillonné plusieurs villages et hameaux avant de voter. Et Aoussou Kwadjo-Jado de dire que son espoir est de voir le oui triompher au terme de ce vote. La Côte d'Ivoire, qui est réconciliée avec l'excellence, se réconcilie avec la paix. La campagne est finie, mais il y a lieu de dire que cette constitution est faite pour l'avenir, pour les jeunes. Je suis très heureux. J'ai accompli mon acte républicain en espérant que tous les Ivoiriens vont voter dans la paix. Raymond Goudou Kofi note quant à elle que cette constitution sera votée massivement par la population de la région du Bélier. Ce matin, nous sommes passés d'abord à Moronou, à la sous-préfecture de Kwebo, où à 11h, nous avons déjà un taux de participation intéressant et on espère qu'à la fin de la journée, on va vraiment atteindre largement les 70%. Ensuite, je suis venu donc au village, ici à Oussou, également dans la sous-préfecture de Toumoudi, et j'ai pu voter, les parents sont là. Dans la région du Bélier, le scrutin référendaire se déroule dans la paix et la quiétude. On part maintenant à Sanguiné pour voir le déroulement du vote avec nos reporters. À Sanguiné, localité située à une cinquantaine de kilomètres de Mans, les populations se sont mobilisées pour le référendum du 30 octobre. Ouvert à 8 heures, les bureaux de vote ont été pris d'assaut par les populations. Depuis le matin, les parents sont là. Jusqu'à midi, il y a eu un peu accalmie. L'après-midi, le monde est revenu. Cette mobilisation exceptionnelle à Sanguiné est à mettre à l'actif des autorités politiques de la localité qui ont aussi accompli leur devoir citoyen. Nous avons réussi. Bien sûr, il y avait de porte en porte qui demandaient de ne pas voter, c'est vrai. Mais aujourd'hui, ils ont vu que ce n'est pas possible. Et c'est ce qui justifie le monde qui est venu pour voter. C'est la troisième république qu'on est en train de bâtir. Et qui dit la troisième république, c'est l'avenir des enfants qui sont là, nos enfants. C'est la paix. Ce référendum a donné lieu à un rassemblement des filles et fils de la localité. À Bandoukou, les électeurs étaient au rendez-vous. Ils se sont rendus dans les urnes pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Région de Gontougo, le ministre Kobena Kwasi Adjoumani a voté ici à Tanda, mais il a déploré quelques soucis. Ailleurs, il y a eu des soulèvements, ailleurs il y a eu des casses d'urnes, mais chez nous ici, c'est le calme plat. Ce qu'il faut signaler, c'est qu'il y a des difficultés dues au fait des tablettes numériques, dont certains ne fonctionnent pas normalement. La plupart de ces tablettes-là, tantôt ça marche, tantôt ça tombe en panne et ça pose problème. Cependant, la solution n'est pas bien loin. Quand la tablette ne marche pas, on consulte le listing. Et si la personne est inscrite, qu'elle a une carte d'électeur ou sa carte nationale d'identité, elle vote. Du côté de Bandoukou, les populations ont également sacrifié à la tradition. Les électeurs présents affichent leur détermination à prendre part à ce référendum. Jusqu'à Bangourou, je suis parti dans le mariage de mon frère. Il a dit de laisser lundi pour venir. Je dis non, il faut que je vote. Je viens de descendre de Dina là-dessus là. Je suis venu bien voter. Je suis venu d'Abidjan pour voter chez moi d'abord, pour que ma région ait un pourcentage pour le oui. Moi, je suis un retraité depuis 13 ans, mais j'ai voté pour l'avenir de mes enfants et de mon pays. 18h à Bandoukou, les bureaux ont effectivement fermé. Le dépouillement peut alors commencer. Et la suite se déroule sans notre caméra en attendant les résultats. On parle aussi des référendums à Dabakala. Les populations étaient aux urnes ce matin. Dabakala. Les cadres du département se sont mobilisés autour d'une population estimée à 198 000 habitants pour une participation massive au référendum. Des cadres qui donnent ici le bon exemple. Tout le monde doit se mobiliser. Les moyens ont été dégagés afin de sensibiliser toute la population de Dabakala. Et aujourd'hui, c'est le jour de l'expression. C'est un sentiment de fierté et Dabakala
a pris la pleine mesure de la chose. Le scrutin se passe dans le calme et la sérénité ici à Dabakala. Déjà ce matin, nous avons pas mal de monde et j'espère un taux important avant la fin de la journée. Le département de Dabakala compte 47 200 électeurs attendus dans 157 lieux de vote qui regroupent 196 bureaux de vote. Ici, le poids des années n'empêche pas les personnes âgées de prendre part au scrutin. Même si elles se déplacent difficilement, la motivation est à la mesure de l'événement. La présence des forces de l'ordre de l'opération de sécurisation du référendum constitutionnel baptisé Égale Destinée consolide l'atmosphère de la tenue du scrutin à Dabakala. Voilà, et ce dimanche, jour de vote, la Côte d'Ivoire a accueilli le Premier ministre français, Manuel Valls. Il est arrivé à Abidjan aujourd'hui, dernière étape de sa tournée africaine entamée vendredi dernier au Togo. Manuel Valls revient du Ghana, le compte rendu de Sylvie Toury. Troisième étape de la tournée ouest-africaine du Premier ministre français. Manuel Valls est arrivé en début d'après-midi à Abidjan. Il a été accueilli à l'aéroport par le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan, des membres de son gouvernement et la notabilité Atchan. Ce séjour d'un peu plus de 24 heures est un symbole des bonnes relations entre la Côte d'Ivoire et la France. Manuel Valls mettra son séjour à profit pour solidifier davantage la coopération entre les deux pays. La France veut pour l'Afrique une alliance du XXIe siècle, a-t-il laissé entendre à l'entame de sa visite dans la sous-région. Le contexte, on le comprend aisément, la concurrence, voire la percée de la Chine et des pays émergents sur le continent qui menacent le confort économique de Paris. Ce séjour abidjanais se décline en deux activités principales, visite d'entreprise et des séances de travail avec le Premier ministre et le Président de la République. Avant la Côte d'Ivoire, le Premier ministre français était au Togo et au Ghana. On en arrive au dossier de ce 20h, c'est dans le domaine de la santé. Selon l'OMS, le paludisme, un enfant meurt du paludisme chaque minute. La maladie continue de faire des victimes en Afrique subsaharienne. En Côte d'Ivoire, le combat est engagé. Le programme national de lutte contre le paludisme accentue la sensibilisation. Quel est l'état des lieux en Côte d'Ivoire? Élément de réponse avec Davis Oyo et Delphine Blas. Le paludisme tue entre 1 et 3 millions de personnes chaque année, dont 90% sur le seul continent africain. Le responsable est un parasite transmis à l'homme par les moustiques anopheles. Véritable problème de santé publique en Côte d'Ivoire, le paludisme est le premier motif de consultation dans les hôpitaux et reste la première cause de mortalité. Le paludisme représente aujourd'hui 33% des motifs de consultation en Côte d'Ivoire. 42% des absentéismes au niveau professionnel sont dus au paludisme et 42% d'absences au niveau scolaire sont dus aussi au paludisme. Et le paludisme aussi rend pauvre la population parce que la population lui consacre 25% de ses revenus à la lutte contre le paludisme. La maladie a été éliminée dans certains pays grâce à une bonne politique. Il y a 13 pays dans le monde qui ont éliminé le paludisme. En Afrique, nous avons le Cap-Vert qui est en préélimination. Le point essentiel qu'il nous faut, en dehors des moustiquaires, de la pulvérisation intradomiciliaire et de la lutte anti-larvaire, il faut un bon assainissement. La lutte contre le paludisme, on peut éliminer, ce n'est pas seulement le ministère de la Santé. C'est une lutte intégrée. Les armes sont bien connues. La moustiquaire, imbibée d'insecticides, est le meilleur outil de prévention. Mais aujourd'hui, la résistance des moustiques aux insecticides est de plus en plus évoquée. Mais pour les spécialistes, il n'en est rien. L'utilisation des autres insecticides au niveau de l'agriculture qui rend de plus en plus les moustiques plus résistants par rapport à l'insecticide qu'on utilise dans les moustiquaires. À la date d'aujourd'hui, les moustiquaires qui sont utilisés, les moustiquaires de longue durée d'action et les insecticides qui sont utilisés dans ces moustiquaires sont encore efficaces. Autre préoccupation, la résistance au traitement. Aujourd'hui, nous avons eu des problèmes avec un médicament qu'on appelle la chloroquine. Donc, il y a eu la résistance. Donc, le seuil avait dépassé 65%. C'est-à-dire plus de 10% du seuil que donne l'OMS. Donc, ce médicament a été retiré. Et nous avons eu l'avènement des CTA. Ce sont de nouveaux médicaments. Et ces nouveaux médicaments-là sont, pour le moment, jusqu'à ce jour-là, sont sensibles. C'est-à-dire qu'ils sont sensibles et il n'y a pas de résistance encore prouvée en Côte d'Ivoire.
Des traitements existent donc. Ils montrent leur efficacité quand ils sont bien pris. Les CTA que nous utilisons, ce que nous donnons à la population de Côte d'Ivoire aujourd'hui, ces médicaments sont efficaces. Et en 3 jours, la personne peut recouvrer la guérison. En Côte d'Ivoire, la situation est préoccupante mais pas alarmante. Depuis 2012, le gouvernement ivoirien et ses partenaires s'attellent à trouver une solution à cette maladie parasitaire. Il y a une campagne qui a été organisée en 2014-2015 qui a permis de distribuer près de 14 millions de moustiquaires. 95% des populations aujourd'hui disposent de moustiquaires dans leur maison. Il s'agit aujourd'hui de passer effectivement à l'utilisation. Et aujourd'hui, les moustiquaires sont distribués dans les cliniques privées et ceci de manière gratuite. En dehors de cette prévention due par la moustiquaire et chez la femme enceinte par la suite de la pyrimétamine, nous avons aussi les traitements, la disponibilité du traitement qui est là et l'État de Côte d'Ivoire a rendu gratuit le traitement du paludisme. À côté de ces différents moyens de lutte contre le paludisme, un vaccin est en train d'être mis au point et déjà il connaît une avancée significative. Aujourd'hui, nous avons des échos favorables. Nous avons un vaccin qui est arrivé en phase 3. L'OMS vient de donner son accord pour l'évaluation de cette phase 3. Donc si cette phase est concluante, d'ici fin 2017-2018, l'OMS pourra annoncer au monde entier qu'on a trouvé un vaccin. Le PNLP, le Programme national de lutte contre le paludisme, a décidé d'accroître ses campagnes de sensibilisation. Des efforts se multiplient donc sur le terrain pour lutter contre le paludisme, notamment la distribution des moustiquaires imprégnés et la sensibilisation sur un cadre de vie sain. Car un enfant meurt chaque minute des suites de paludisme en Afrique. Il faut donc agir. L'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, tire la sonnette d'alarme. 300 millions de cas de crise palustre sont recensés chaque année, la plupart en Afrique subsaharienne. Dossier réalisé par Davis Oyo et Delphine Bla. Je vous livre à présent ce communiqué du ministère des Infrastructures économiques. Le ministère des Infrastructures économiques informe les usagers de la voie publique en raison de l'inauguration de l'usine de production d'eau potable d'Andokwa. Le tronçon routier Atengue-Adokwa-Songon sera fermé à la circulation ce dimanche 30 octobre 2016 à partir de 22h au lundi 30 octobre 2016 à 15h. Le ministère s'excuse auprès des usagers pour tous les désagréments que pourrait causer cette interdiction. SOS Village d'enfants Côte d'Ivoire vient de faire don à des écoles à Abobo. Il s'agit donc de 2 bibliothèques et des sanitaires d'une valeur de 200 millions de francs CFA. Malika Koulibaly. 2 bibliothèques flambant neuves, équipées et des sanitaires. C'est le don du village SOS d'enfants Côte d'Ivoire au groupe scolaire Raikat et Sagbe d'Abobo. Un geste plein de sens pour les parents d'élèves. Nous sommes très heureux. Nous sommes heureux parce que aujourd'hui, les enfants que nous avons dans les classes de CM2 ne savent même pas lire et écrire. C'est déjà un mal. Et ce mal peut se corriger à travers les bibliothèques où ils sauront comment trouver les romans et autres, et les lire, et puis bon, s'améliorer un peu plus. Ce don est estimé à 200 millions de francs CFA. Il est la contribution du village SOS d'enfants Côte d'Ivoire à la politique de la nouvelle école du gouvernement ivoirien. Le projet, c'est de pouvoir étendre ça dans d'autres écoles, aussi bien à Bobo que dans les autres communes d'Abidjan et même d'Aboisseau et de Yopougon, là où nous sommes implantés. C'est de participer, bien sûr, à l'effort du gouvernement d'offrir un cadre de vie agréable au travail des enfants et des enseignants. Les résultats scolaires ne peuvent être bons que s'il y a un cadre de travail qui est propice. L'action de ce centre d'accueil va contribuer à améliorer le taux de rendement scolaire dans ces 2 établissements. Et pour les parents d'élèves, cette amélioration sera encore plus nette si ces écoles étaient dotées de nouvelles salles de classe, de plus de tables bancs et de mesures de sécurité. Je vous amène maintenant à la découverte d'un artiste, son nom Moussa Traoré. Il utilise la paille et la sciure pour faire des œuvres d'art découvertes avec Ami Sissoko. L'artisanat constitue 70% des activités du département d'Anibi-Lécro. Mais ce secteur qui contribue au développement du département depuis quelques années rencontre d'énormes difficultés liées essentiellement au manque de matériel, de sites de travail et surtout de manque de la politique de commercialisation des fruits de leur labeur. Malgré tout, de nombreux jeunes déscolarisés continuent d'embrasser les métiers de ces secteurs
qui sont entre autres la mécanique automoto, la tôlerie, la couture et la coiffure. Ils rêvent tous d'un avenir meilleur dans ce secteur, mais déjà, leurs mérites sont récompensés. Une journée dédiée aux artisans du département d'Agnibi-Le-Cros est initiée. Une manière de leur dire qu'ils ont de la valeur à nos yeux. Cela, nous avons voulu démontrer aux jeunes couturiers, aux jeunes menuisiers, aux jeunes maçons, etc. pour leur dire que vous aussi, à votre niveau, il faut être émergent parce que c'est ensemble que nous allons aller vers 2020 pour un développement sûr. Au cours de cette journée, c'est une centaine de jeunes artisans qui a vu ses efforts récompensés. Des diplômes d'honneur remis à chacun de ces jeunes qui se sont tous engagés à fournir plus d'efforts pour la qualité du travail. Je me sens à l'aise avec mon métier, j'ai été honoré aujourd'hui, qui me donne le courage encore de continuer. Oui, ça nourrit son homme. J'ai ma famille, j'ai fait tout dedans, donc le métier nourrit son homme. Le ministre en charge de l'entrepreneuriat et de l'artisanat a salué l'esprit de créativité des jeunes d'Agnibi-Le-Cros. Azumana Moutaï a parlé des dispositions prises par le gouvernement pour la promotion des activités de l'artisanat. C'est plus de 280 secteurs d'activité, branches d'activité. Donc nous allons voir ces activités qui peuvent vivre ensemble, qui peuvent être dans un même espace. Nous allons pouvoir donc les mettre dans cet espace. Mais c'est surtout les infrastructures de promotion et de formation, de recyclage de ces artisans qui est le plus important. Parce que ceux qui exercent déjà ont un savoir-faire. Et nous savons aussi, ici aussi, il y a beaucoup de nos jeunes frères, de nos jeunes sœurs qui ont embrassé beaucoup de secteurs d'activité dans le domaine de la transformation de nos matières premières. Et ça, nous devons les accompagner. Le ministre Pascal Kokou Abina et Siamou Foufana, tous les cadres du département d'Agnibi-Le-Cros, ont aussi félicité les jeunes pour leur engagement dans l'entrepreneuriat. Ils s'engagent à les soutenir afin de sortir la pauvreté de la région de l'Indénié-Djuablé. Nous sommes disposés à l'accompagner, à lui trouver des sites comme il le souhaite pour pouvoir installer nos artisans aussi bien à Agnibi-Le-Cros qu'à Bangourou et à Bétier. Avant la création de ce centre artisanal, un fonds sera alloué aux jeunes de la région afin de renforcer davantage leurs différentes activités. Voilà, c'était la journée de l'artisanat dans le département d'Agnibi-Le-Cros, un reportage de Mamadou Kouassi. Nous allons maintenant découvrir notre génie. Il s'agit de Moussa Traoré qui utilise la paille et la sciure pour faire des œuvres d'art découvertes avec Ami Sissoko. De la paille, de la sciure, deux éléments de fortune qui, une fois entre les mains de Moussa Traoré, se transforment en de véritables chefs-d'œuvre. Ils n'ont pas les mêmes fonctions. Ce que celui-ci fait, ce petit bâtonnet ne le fait pas. Cette matière première que nous prenons pour mettre au feu pendant l'harmattan pour se réchauffer dans les villages, et voilà ces pailles que nous prenons aussi pour faire la toiture de nos maisons traditionnelles, arrivent à faire de l'art. L'avantage de ces matériaux, c'est leur durabilité. L'artiste plasticien exprime son talent sur du contreplaqué. Il colle minutieusement ses pailles. Pour exprimer son génie, Moussa Traoré, assisté de son apprenti, prépare la sciure afin d'obtenir différentes colorations. Sciure qui sera ensuite étalée sur les tableaux. Une manière de donner vie à ses œuvres d'art. Son art, Moussa Traoré le baptise Kalagbebara, expression malinké qui signifie le travail de la paille. Une découverte faite à Conakry en Guinée en 1991. Après les études secondaires, j'ai décidé d'aller en aventure et je me suis retrouvé à Conakry. Et de là, j'ai découvert cet art qui était fait par mon tuteur. Et de là, ça m'a inspiré et j'ai appris à faire ça. Moussa Traoré dit produire plus de 50 tableaux par an. Il a à son actif plus de 1000 tableaux. Malgré son talent, cet artiste plasticien n'a jamais fait de grandes expositions. Mais son savoir-faire est connu dans sa région, l'Indénié-Djuablé. On disait que le noir ne s'intéresse pas aux tableaux. Non, ce n'est pas ça là. Mes tableaux sont beaucoup achetés par mes frères africains. Et les Européens aussi achètent beaucoup, même les Américains. Vu le travail qu'il fait avec du matériel de récupération, soit la paille, il a pu faire ses tableaux avec ses formes et les courbes bien dessinées. Et c'est ce qui m'a impressionné dans le tableau. Vous en avez pris combien? Au total, une douzaine. À chaque fois que je prenais, c'était pour substituer ce que je donnais. Parmi ces tableaux, il y en a d'autres qui ont été payés à dessin pour faire plaisir à des gens. L'artiste a le souci de perpétuer son art. Il prend donc plaisir à partager son savoir.
J'étais un jeune de la classe de terminale et comme il n'y avait pas tous les moyens, mon patron qui est juste à côté de moi ici, je suis venu apprendre près de lui pour que le domaine puisse être bon pour moi parce que ça nourrit son homme aussi. J'aimerais former beaucoup de jeunes dans mon art, puisque je suis le seul qui le fait en Côte d'Ivoire, afin qu'ils puissent se prendre en charge. C'est une manière aussi de lutter contre le chômage. J'aimerais exposer dans des semaines de l'artisan, dans des villes comme Yamoussoukro, Abidjan, Bassam, San Pedro. Exposé au plan national reste l'un des projets phares de Moussa Traoré. Mais en attendant, il prospère dans l'Indénié Douablé. Et nous sommes dimanche aujourd'hui. Je vous propose de faire maintenant le tour de l'actualité dans le monde. Qu'est-ce qui a marqué l'actualité internationale cette semaine? Le 7 sur 7 est proposé par Gabriel Zani. Lundi 24 octobre, début du démantèlement de la jungle de Calais. L'objectif des autorités françaises, évacuer près de 6500 migrants installés dans la jungle. Direction les 280 centres d'accueil et d'orientation répartis dans toutes les régions de France. Au moins 12 personnes ont été tuées le mardi matin dans une attaque à l'explosif visant une maison d'hôte à Mandera, a annoncé le responsable de la police du comté de la ville. Il s'agit de la deuxième attaque en moins d'un mois dans cette ville du nord-est du Kenya. L'attaque de Mandera n'a pas été revendiquée. La Gambie se retire à son tour de la Cour pénale internationale, a annoncé mardi soir son ministre de l'Information, Chérif Jogane, après le Burundi et l'Afrique du Sud. Le ministre gambien a accusé la CPI de persécution envers les dirigeants africains. Au moins 30 pays occidentaux ont commis des crimes de guerre depuis la création de la Cour, sans être inquiétés, selon la Gambie, pays d'origine de la procureure de la CPI, Fatou Bensouda. L'Égypte fait face à une crise monétaire selon la directrice générale du Fonds monétaire international. Christine Lagarde a estimé jeudi qu'une dévaluation rapide de la monnaie permettra de faire face à l'écart grandissant entre taux de change officiels et officieux. Cette crise monétaire dans le pays s'est aggravée depuis la crise politique débutée en 2011 avec les soulèvements qui ont chassé du pouvoir l'ancien président Hosni Moubarak. Le FBI va relancer son enquête sur l'affaire des 11 mails envoyés par Hillary Clinton depuis sa messagerie personnelle pendant qu'elle était secrétaire d'État. Un rebondissement qui sonne comme une bouée de sauvetage pour le candidat républicain Donald Trump qui veut s'en servir pour rattraper son retard dans les sondages. L'opposition ne décolère pas au Venezuela. La coalition de la table pour l'unité démocratique a mobilisé des centaines de milliers de personnes à travers le pays contre le chef de l'État ce vendredi. L'enjeu, faire pression sur le gouvernement pour réengager le processus de référendum ayant pour but de révoquer Nicolás Maduro. Le président du Yémen, Abderrabo Mansour, a dit à rejeter un plan de paix proposé par l'ONU pour mettre fin au conflit qui fait rage dans son pays, a déclaré samedi une source présidentielle. Les détails de ce plan n'ont pas été rendus publics, mais des sources proches du dossier ont indiqué qu'il prévoyait un départ du pouvoir du président yéménite. Un séisme de magnitude 6,5 a encore ravagé dimanche le centre de l'Italie. La secousse a détruit de nombreux bâtiments dont la célèbre basilique San Benedetto de Norcia. Seuls des blessés étaient recensés dimanche après-midi, mais aucun décès. Les dégâts matériels sont toutefois très importants. Des quartiers entiers de certaines villes sont désormais recouverts de gravats après 3 séismes en quelques semaines. C'était le 7 sur 7 avec Gabriel Zani. Je reviens sur ce communiqué du ministère des Infrastructures économiques. Le ministère des Infrastructures économiques informe les usagers de la voie publique qu'en raison de l'inauguration de l'usine de production d'eau potable dans Donkwa, le tronçon routier Atenguié à Donkwa-Songon sera fermé à la circulation ce dimanche 30 octobre 2016 à partir de 22h au lundi 31 octobre 2016 à 15h. Le ministère s'excuse auprès des usagers pour tous les désagréments que pourrait causer cette interdiction.
Je rappelle, avant de refermer ce journal, revenons sur ce qui concentre l'actualité en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens se sont rendus aux urnes ce matin pour se prononcer sur le projet de nouvelle constitution. Le référendum a eu lieu sur l'ensemble du territoire. Les bureaux de vote qui ont ouvert pour la plupart vers 8 h ce matin ont refermé leurs portes à 18 h. Et justement, à partir de 21 h, une émission spéciale, la nuit du référendum, consacrée à l'analyse et aux commentaires sur le déroulement du vote sur toute l'étendue du territoire, avec, si possible, les premiers résultats de ce référendum de ce dimanche. Rendez-vous à 21 h avec David Mobio et ses invités pour le décryptage. Ne décrochez pas, restez avec nous sur RTI 1.